David. Bonjour David. Bonjour Noah, merci pour cette belle présentation et je remercie la Zone Libre de me recevoir. C'est un sujet très pratique et je pensais transférer un peu de mon expérience. Effectivement, j'ai ouvert plusieurs entreprises et ça devient de plus en plus simple aujourd'hui. Donc, je voulais simplement vous expliquer, mais vraiment par le B à bas. Il y a énormément de contenu de ce type et les gens en consomment beaucoup. Et puis quand je leur demande, mais bon, concrètement, comment on fait, les gens ne savent pas me répondre. Donc, je me suis dit que j'allais offrir un petit peu de mon expérience. Donc, comment lancer son entreprise quand on a des projets, quand on veut simplement se lancer. Donc, en fait, je vais aborder la question du pourquoi, puis qu'est-ce qu'on va vendre, qu'est-ce qu'on va offrir, à qui, face à qui. Vous verrez que la notion de marché va venir assez vite donner réponse à ça, puis comment, le côté pleinement pratico-pratique, avant de vous céder, de vous laisser avec une petite conclusion. Ben, la première question qui est plus importante qu'il n'y paraît, à mon sens, c'est beaucoup de gens ne trouvent pas du tout utile, en fait, de lancer des projets ou de lancer des entreprises. D'ailleurs, vous verrez que sous certains aspects, même si c'est pour du bénévolat ou de l'associatif, la démarche n'est pas tellement différente, en fait. Et on peut, même si j'aime pas le côté trop intrusif du management contemporain, on peut lire tous ces projets un peu comme ça. On fait des études, on s'organise, on analyse les perspectives, les conséquences. C'est une certaine forme de lecture, quoi. Et quoi qu'on fasse dans l'existence, on a toujours un peu de temps libre pour faire advenir des projets, quoi. Surtout dans un monde où vous verrez que progressivement, ben, il faut de mieux en mieux connaître les réseaux sociaux, savoir gérer des outils de gestion de base, et quelque part, en fin de compte, cette prothèse conceptuelle, ben, elle s'agrippe un peu partout, hein. On peut être prof d'histoire et se dire, ben, je vais ouvrir une petite association de cours en ligne. Et en réalité, c'est accessible à tous, d'autant plus que les outils sont gratuits et faciles d'accès. Ben, comment définir son projet? Donc, on a tous des projets. Moi, je ferai un très bon danseur, ça a toujours été le rêve de ma vie, mais après mon business plan, je me suis quand même rendu compte que personne ne me paierait pour venir danser chez lui, quoi. Et ici, je vous ai mis l'un à côté de l'autre deux lectures. Une lecture plutôt personnelle, donc quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi, parce que mine de rien, bah, les relations qu'on a, les connaissances qu'on acquiert, hein, des gens qui passent beaucoup de temps sur l'ordinateur, sont un peu les rois du pétrole. S'ils ont vraiment passé trop de temps avant 16 ans sur leur ordinateur, ils savent un peu coder, ils savent utiliser Photoshop, ils ont des compétences à vendre qui sont extrêmement valorisées sur le marché. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut savoir transformer en réalisation, quoi. Beaucoup d'IT sont un peu, comment dire, se font un peu balader par des gestionnaires et en fin de compte deviennent des vaches à lait, alors qu'ils devraient être leurs propres vaches à lait. Et puis vos besoins, simplement. Vous avez un peu de temps libre, vous trouvez que Netflix vous envahit un peu l'existence, ben dites-vous, eh ben, je me mets sur un projet, j'ai une cinquantaine d'heures à vendre, je veux apprendre à... Oui, c'est le côté un peu amusant, c'est qu'il y a des choses très basiques en design qui sont très nécessaires. On va écarter la question de l'IA. Enfin, vous pouvez apprendre en même temps que vous vendez un peu des services. C'est toujours une démarche intéressante, quoi. Ça se traduit en business, même si c'est plutôt des logiques qui sont utilisées pour les boîtes un peu plus grandes, en mission. Quelles sont les missions de votre projet? Qu'est-ce qu'ils vont offrir aux gens? Quelle vision vous avez du monde qui vient, particulièrement sur le marché et sur le business en général? Et vos valeurs, en fait. Surtout que, bon, aujourd'hui, on fait beaucoup de greenwashing et les valeurs sont un peu vendues à toutes les sauces. Mais sachez qu'en réalité, ça importe quand même, hein. C'est-à-dire que les partenaires que vous allez avoir, les entrepreneurs sont souvent au sein de réseaux d'entrepreneurs et vous verrez que les valeurs, en fait, sont assez importantes pour lier vos projets à d'autres. Voilà, les affaires sont les affaires. Pour ceux qui connaissent la référence, c'est une référence dont je ne cite que le nom, c'est une référence à une pièce de Beaumarchais, je crois, qui est assez négatif sur les affaires, et moi je veux la retourner en fait. Bon, j'ai pris une petite analogie, vous savez, pour ceux qui me connaissent un peu ici, j'ai un peu d'humour. Le marché, c'est la forêt. Notre petit chasseur se promène au milieu du marché et il a une boussole, vous voyez. Donc on a un chasseur, une forêt, une boussole. Jusque-là, ça peut nous emmener loin, hein. Je veux dire, c'est une figure qui traverse l'histoire. Et vous verrez que ces trois petits outils vont me permettre d'expliquer des choses assez simples, mais qu'il est bon de rappeler. Ces trois petits outils vont me permettre de comprendre, de vous expliquer ce qu'il faut comprendre, en fait, quand on veut se lancer.
Parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on est, quoi. Notre boussole, c'est notre BP, notre business plan. Vous verrez qu'en fait, il faut le voir un peu comme un, comment dire, les gens sont vite terrifiés par le business plan parce que ça a l'air de quelque chose d'un peu infranchissable. Mais si on le remplit un peu progressivement, comme on remplirait des mots croisés, un peu lettre par lettre, se dessine progressivement un outil d'orientation assez efficace, quoi. Et vous voyez qu'en fait, il y a une intrication entre votre interface de compréhension, le marché, et puis progressivement, cette offre qui évolue. Autant le marché, vous le comprenez de mieux en mieux, il se transforme et votre BP et votre offre s'adaptent, quoi. D'ailleurs, d'expérience, moi j'ai rédigé pas mal de BP, il n'y en a jamais aucun qui est advenu tel que je l'imaginais au début, ni à la moitié. Un business plan, c'est une boussole. Ça n'est pas voué, ce n'est pas un je fais un plan d'une construction, c'est pas comme un architecte. Un architecte, il fait son plan et la maison ressemble à ce qu'il avait prévu. Un business plan, ça se passe rarement comme ça, soyons très honnêtes. Donc, c'est les 3 flancs qui sont importants à garder en tête quand on se lance dans un projet. Le BP, donc, c'est ça, il faut d'abord expliquer ce que l'on veut vendre, qui on est, faire son étude de marché. Vous voyez, c'est un peu des cases à cocher et ça nous permet de mieux comprendre vers où on va et ce qu'on veut faire. Ça se remplit, ça évolue, c'est logique. Vous avez ici un Canva que vous trouvez sur YouTube, sur Google, assez facilement. C'est aussi une petite map supplémentaire que vous pouvez remplir constamment, auquel vous pouvez constamment vous référer. Si vous avez 2 objets auxquels constamment vous référez, ce sera le Canva ici présent, dans lequel vous notez vos partenaires clés, la structure des clous, les clous, très joli, la structure des coûts, les ressources clés. Vous voyez qu'un informaticien n'aura pas du tout, ne donnera très peu d'importance à ses partenaires clés éventuellement, puisqu'il en gros, il a ses petits programmes et il peut programmer avec ça. Quelqu'un en construction aura des partenaires extrêmement importants. Si la brique n'est pas accessible, vous voyez qu'il n'y adviendra pas de maison. Et ça, vous pouvez constamment vous y référer, ces 2 outils, et qui ont l'avantage en fait de vous porter. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande vision et d'être un grand visionnaire, un grand expérimenté des affaires pour avoir une belle perspective vous être offert grâce à ces 2 outils. Et la première étape, après avoir défini à peu près vers ce que vous voudrez faire, en sachant qu'il arrive assez souvent, moi-même par exemple, on pensait vendre avec un ami des sites internet, c'était il y a très très longtemps, pour finalement faire plutôt de l'IT sur mesure et du e-commerce. Vous voyez que... Et le marché, ça veut tout et rien dire, hein. C'est-à-dire qu'on peut simplement vendre des tomates, faire des programmes informatiques, faire de la mode, vendre des fringues, être plombier ou être écrivain. D'ailleurs, j'ai mis l'exemple d'écrivain parce que je le trouvais très illustratif de notre univers contemporain. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, si on veut être écrivain, il vaut mieux avoir une bonne personnalité sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle en marketing d'influenceur, envoyer des petits extraits, créer une communauté. Et c'est ça qui vous permettrait aujourd'hui de vivre de votre art, plus que de votre performance artistique. Donc vous voyez que même quelque chose d'éminemment artistique, d'un peu pur, comme peut l'être l'art, a un immense besoin de compréhension du business, une bonne communication, une bonne planification. Ça, c'est très important. Donc comment comprendre le marché sur lequel vous vous situez? Une très bonne qualité d'image, j'espère qu'elle vous plaît. Ça se limite en 4 questions. Quel est le marché? Quelle est la demande? Donc, qui achèterait mes produits? Face à qui je suis? Quels sont mes concurrents? Ça, c'est assez important de comprendre. Les 2 éléments les plus importants, c'est à qui je vends, qui sont mes concurrents. Je vous assure que si vous dites que vous voulez concurrencer Facebook, pensez-y à 2 fois. Ils ont du budget. Donc, comprendre ses concurrents est assez important. Et de là, vous pourrez comprendre votre environnement, ses tendances, ses orientations et donc vos stratégies. Vous verrez qu'il y a énormément de manières différentes, non, de manière différente, non, mais tout est sur Internet. La chance aujourd'hui, c'est que non seulement vous trouverez des programmes comme Monday ou je ne sais pas quel programme de gestion gratuit qui vous permettra d'organiser vos plannings, la structure de vos équipes, ce qui seront souvent vous et votre chat, hein, donc les projets sont souvent seuls, et organiser votre comptabilité, votre planning de communication, tous les outils sont sur Internet. Tout comme toutes les informations
sur comment bien gérer une affaire. Pour une raison simple, c'est que c'est des produits d'appel pour des analystes la plupart du temps. Et ils disent à peu près toujours la même chose. Une étude de marché peut être quantitative et qualitative. De manière générale, le quantitatif, vous voulez faire de la plomberie, voilà, vous allez sur Google, vous regardez les prix, vous regardez les bases de données, vous pouvez acheter aussi des bases de concurrents, avoir la liste de vos concurrents euh, ou des clients aussi. Tout s'achète. Bon, ça coûte relativement cher, mais ça fonctionne. Et vous avez déjà une vision quoi, par la recherche informatique. Ça, c'est la première information. Deuxième information, c'est faire du qualitatif. Avec un peu de culot, et si vous êtes à l'université, donc si vous vous prévalez d'un statut universitaire, vous aurez toujours des gens qui vont vous répondre. Vous pourrez rentrer dans une agence de publicité si vous voulez faire de la communication et demander une interview. Ils vous diront oui. Si vous avez pour prévu d'avoir des boulangers pour clients, vous lui dites écoutez, je vais vous acheter 20 croissants ou pas, hein, ça peut être votre boulanger habituel. Et en échange, il répond à un petit questionnaire. Je vous assure que les questionnaires que font ChatGPT sont très instructifs. Et vous comprenez mieux par là votre offre. Les guides sont très nombreux, mais l'étude de marché est probablement l'étape la plus importante. Il faut comprendre où je suis. Quand on a compris, je vais encore vous présenter deux outils que je trouve très intéressants mentalement, de nouveau plutôt utiles pour les grandes entreprises, mais il permet quand même de mieux comprendre les mécaniques de votre marché. C'est le porteur. Le porteur regarde le pouvoir de négociation des fournisseurs. Les produits de substitution, bon, on va un peu l'évacuer parce qu'en réalité, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Enfin, et ça a moins d'intérêt aussi. Le pouvoir de négociation des clients et la menace de nouvel entrant. Évidemment, si le marché est extrêmement concurrentiel, les clients peuvent changer, aller n'importe où. Et si vous avez 3 boulangeries dans la rue, ne soyez pas la quatrième, à moins d'être le seul à vendre un produit unique, parce que le pouvoir de négociation des clients est colossal. Il va ailleurs comme il veut, quoi. Quand vous avez des fournisseurs qui font la pluie et le beau temps, si vous êtes youtubeur et que YouTube décide de diviser par 2 les revenus de tous les créateurs, qu'est-ce que vous avez comme levier de négociation si vous n'êtes pas JDG ou Ben Shapiro? Aucun. Donc vous êtes complètement sous la mainmise de votre fournisseur. Les nouveaux entrants, tous les secteurs où il n'est pas cher, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour se lancer, les nouveaux entrants sont une véritable menace. Bon, si vous êtes bon, vous ne devez pas trop vous inquiéter, mais c'est quelque chose à considérer. Par contre, vu les pénuries en plomberie, dans le manuel ou quoi que ce soit, une menace de nouvel entrant est réelle, mais le marché est très loin d'être saturé. C'est un outil très facile à utiliser. L'avantage du business, c'est que c'est extrêmement facile d'accès. En 3-4 heures de recherche un peu sérieuse, peut-être après que vous menez à une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures, c'est accessible à n'importe qui. Il suffit de se bouger les fesses, comme beaucoup de choses dans la vie. Il y avait une image là, elle était vachement bien, c'était un SWOT. Un SWOT, je vous invite à rechercher le SWOT. C'est les forces et les faiblesses au niveau interne et les forces et les faiblesses au niveau externe. Si je suis un petit développeur qui n'a pas d'expérience, ma faiblesse en interne, c'est de ne pas avoir beaucoup d'expérience. Ma faiblesse en externe, c'est qu'il y a des gros mastodons de développeurs qui sont très forts. Bon, vous chercherez par vous-même si vous avez vraiment la curiosité de lancer un business. Ça vous prendra quelques minutes. Quand vous avez compris votre marché, c'est dommage, elle était bien. J'avais mis une photo de fantôme à gauche. C'était vachement bien. J'étais hyper heureux de ma bêtise. Bon, ce qui fait peur à toute personne qui essaie de lancer une entreprise, c'est le prévisionnel financier et la partie opérationnelle. J'ai envie d'être extrêmement rassurant et vous dire que ça fait plus peur parce qu'on ne sait pas quoi faire avec que fondamentalement pour la réalité. Commençons donc par the most wanted number one, le prévisionnel financier. On peut le réduire à ça. Bon, ceux qui s'y connaissent un peu, vous pouvez m'envoyer des insultes, vous pouvez aussi mettre des commentaires dans la vidéo, mais vous comprendrez bien que c'est assez vrai en fait. En fin de compte, un prévisionnel, c'est juste estimer à peu près les revenus et les coûts que vous allez avoir sur les 2-3 prochaines années. C'est assez simple, quoi. Je consomme de l'essence, il me faut un nouvel ordinateur, parce qu'il faut que j'aille chez le client, donc j'ai besoin d'essence, il me faut un certain nombre de choses, j'ai des dépenses, et il faut que j'ai un match
qui pérennise mon activité, qui fasse croître suffisamment pour qu'elle s'établisse, quoi. Donc, ma base entre mes revenus et mes coûts doit être relativement efficace. Si vous venez sur le Discord de la zone libre, on ouvrira un salon et tous les documents automatisés qui existent, je les ai et je vous les partagerai. Il y a des templates, vous n'aurez qu'à remplir certaines cases, c'est des Excel déjà préprogrammés et vous aurez votre prévisionnel avec toute votre dimension analytique. C'est très simple en réalité. C'est juste une question de balls, pour le dire poliment. L'opérationnel. Bon, là, il y avait une très jolie photo de montagne. C'était extrêmement beau. C'est un de mes paysages préférés. Et l'opérationnel, c'est atteindre le haut de la montagne. En fait, il y a quelque chose de... Il ne faut pas avoir peur de l'opérationnel parce que si vous comptez gagner quelque chose, de faire du revenu ou vous investir sérieusement dans un projet, vous allez apprendre progressivement à devenir bon, à le réaliser. C'est la marche vers le haut de la montagne. L'opérationnel, certes, il faut s'informer sur les bonnes pratiques. Certes, il faut éviter de se disperser en perdant son temps sur des choses futiles ou désorganisées. N'utilisez pas Word quand vous avez des programmes qui font tout automatiquement. N'écrivez pas votre comptabilité à la main, ni sur du papyrus. Il y a énormément d'outils qui vous font gagner du temps. Et c'est en apprenant à utiliser ces outils, en étant de plus en plus rapide dans leur usage, que progressivement, simplement, vous gravirez la montagne et vous deviendrez bon. Bon. Quand on a ça, quand on comprend mieux ce qu'on fait, il y a effectivement la partie qui nous font rencontrer l'état et simplement les traces écrites de notre organisation. Comme je l'ai répété plusieurs fois ici, les programmes sont déjà pas mal établis. Et ça pose une question simple. Pour la comptabilité, par exemple, ou la gestion, dès que vous avez quelques employés, par exemple, nous, en Belgique, nous avons des RH externes, quoi, des centres sociaux, on appelle ça. Ça a un nom plus précis, mais là, ça m'échappe en français. Et en fait, vous pouvez externaliser votre gestion interne et votre comptabilité. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire, assez simplement, qu'il ne faut absolument pas sauter l'étape d'être son propre maître. Faire toute sa comptabilité soi-même, créer soi-même, d'utiliser les programmes de gestion soi-même, de les construire soi-même, pour une raison simple. La comptabilité, ce n'est pas uniquement quelque chose pour se faire flageller par l'État. Loin de là. C'est ce qui vous donne une compréhension de ce que vous faites. Vous avez énormément de données sur le long terme qui vous permettent de comprendre votre activité. Donc, premièrement, je vous dirais, n'échappez pas à cette étape. Construisez vous-même vos outils. L'information est extrêmement riche sur Internet, très facile d'accès. Si vous me posez les questions sur le Discord, je vous aiderai. Tout ça pour dire que, certes, à terme, vous prendrez un comptable et vous externaliserez une partie de votre organisation, mais avant ça, sachez que les programmes, votre ordinateur et l'humain, en réalité, font très bon ménage. Il ne faut pas faire l'un sans l'autre, il faut que vous restiez maître de votre activité. N'oubliez jamais qu'être indépendant, c'est quand même, ça a pour finalité principalement la liberté, quoi. Bon, ça c'est une petite antienne libérale, j'avais envie de la faire. Petite astuce, parce qu'en fait, c'est le truc qui vient le plus souvent chez les jeunes et qui m'épate à chaque fois. Les jeunes ne savent pas où se rendre pour créer une entreprise. Et vous googlez, si vous êtes enfant, vous googlez ouvrir son entreprise et vous tombez sur gouv.fr et en 3-4 clics, vous avez ouvert une entreprise. Bon, vous avez beaucoup de chance parce qu'avant, le notaire et ouvrir des personnes morales était bien plus compliqué. Même les notaires se sont petit à petit mis à la page, ont laissé la lampe à huile et ça devient de plus en plus simple. Car comme je vais vous expliquer, la personne morale a beaucoup d'avantages. Bon, il y a de nouveau une petite photo. J'avais mis un chat tout à gauche, un bébé au milieu et un clochard à gauche. Ah, ma blague était bien. Je suis extrêmement frustré. Bon, ça arrive. Quand vous débutez, vous ne ferez pas beaucoup d'économies de fiscalité, mais l'auto-entrepreneur, le freelance, c'est une forme légale qui ne coûte rien à ouvrir. Vous payez plus d'impôts, même 20, 22%, 23% d'impôts.
et vous pouvez mettre une partie de vos activités en charge, quoi. Et plus vous serez établi, je pense que c'est toujours profitable en fait de passer par cette étape. Il faut voir un peu les risques, quoi. Est-ce que vous prenez des risques en personnel ou pas? Il est tout à fait possible de lancer des structures sans perdre d'argent ou en perdre trop. Après, vous irez sur des entreprises à responsabilité limitée et puis des sociétés anonymes. J'ai entendu, j'ai pas regardé récemment, qu'il y a un alignement progressif en réalité entre les deux structures. À gauche, j'avais mis un chat, il était magnifique. Je suis très content de moi. À droite, pardon. Et un autre statut que je voulais absolument qu'on oublie tout le temps, et qu'on oublie tout le temps, qu'on ne croise pas souvent un fiscaliste. Et devinez qui est notre ninja dans cette affaire. Et oui, j'ai vérifié, c'est à peu près la même chose en France, mais notre ninja, c'est l'indépendant complémentaire. Et c'est une structure intéressante parce qu'elle est extrêmement profitable. Vous évitez pas mal de soucis. Ouf, pardon, excusez-moi, je spoil. Vous évitez pas mal de soucis de charges fiscales, assez simplement. Et surtout, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Et donc, vous pouvez avoir un métier, idéalement un 8-16. Vous pouvez passer quelques-unes de vos soirées et quelques-uns de vos week-ends, tant que vous ne dépassez pas certains plafonds. Et vous vous retrouvez avec une fiscalité relativement faible sur les revenus supplémentaires de votre activité complémentaire. C'est mon ninja préféré. Je vous invite tous à être un ninja au moins une fois dans sa vie. C'est très important. Donc là, vous voilà maintenant armé du cheminement sur le statut. Vous googlez, vous faites coucou au gouvernement et vous lui dites que vous existez. Il sera très content de vous faire payer des impôts. Les derniers petits conseils pour la route, vu que je viens de créer, je crois qu'on est plus ou moins 2000 à m'écouter, 3000, donc je présume qu'au moins la moitié d'entre vous deviendront des Elon Musk. Je vais vous donner quelques petits conseils perso. Ils valent ce qu'ils valent, hein. Je ne suis pas assez vieux, mais je pense que je dirais à peu près les mêmes quand j'aurai 80 ans. Soyez régulier, soyez investi. Si vous faites quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Écoutez les critiques et demandez des critiques à des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Ça ne sert à rien d'écouter quelqu'un qui vous dira oui, il est bien ton projet. Non, il faut qu'on vous le démonte, votre projet, qu'on vous le dérouille, quoi. Qu'on vous donne envie d'arrêter. C'est très important. Parce que vous trouverez les failles, non seulement dans votre ce qu'on appelle le pitch, tout le côté marketing pour la vente de votre projet, parce que mine de rien, il faut aller voir des banques, il faut faire des trucs, si on a besoin d'argent, il faut parler à des gens, il faut vendre, il faut des clients, il faut des fournisseurs. Et il faut ça. Donc, il faut apprendre à expliquer son projet. Deuxièmement, soyez raisonnable. Si le BP est mauvais, jetez-le. Jetez-le. C'est que l'idée n'est pas bonne. Et deuxièmement, à côté de ça, parallèlement, méfiez-vous aussi de votre propre cerveau, parce que dès qu'on réfléchit, on a tendance à reculer. La raison pousse à un certain conservatisme, en fait. Et en cela, il faut dire non à ses émotions. Si vous savez que vous allez vous engager suffisamment longtemps et suffisamment sérieusement dans un projet, qu'il est bien ficelé, que vous le comprenez bien, foncez. Ça vaut la peine. Il n'y a rien de plus beau que de s'engager. Et contrairement à ce qu'on dit, et ça je pense c'est un peu à cause du film Les Loups de Wall Street et son équivalent plus ancien, on imagine que les affaires c'est le côté requin, agressif, c'est voler les autres. Pas du tout. Pas du tout. C'est probablement vrai dans certains univers où effectivement l'agressivité règne, plutôt dans les milieux financiers ou les milieux où il y a trop d'argent. Mais n'importe quel business fonctionnera parce que vous êtes fiable, que les gens avec qui vous travaillez, parce que vous aurez d'innombrables petits entrepreneurs avec qui vous coopérez, à qui vous vendez des services par exemple, qui eux aussi vous en vendent. Et c'est aussi valable pour le reste de l'existence. Soyez fiable. Dites ce que vous faites ce que vous dites. Et vous verrez que ça vous amènera une coopération et un univers qui vous amènera non seulement des amis, je vous le souhaite, mais aussi un certain épanouissement. Parce que c'est très plaisant de réaliser des choses. Construire des choses, ça, c'est transcendant et ça amène immensément de plaisir. Ah, la qualité d'image. Engagez-vous, qu'il disait, j'ai envie de vous le dire quand même, engagez-vous, mettez-vous dans des projets, faites des choses, parce que même si ça ne vous rapporte pas d'argent, même si votre femme vous quitte, non, c'est peu probable, je plaisante, vous aurez appris quelque chose, vous aurez des compétences supplémentaires, vous aurez pris confiance en vous, vous avancerez, quoi.
Et je crois qu'il n'y a pas plus belle chose dans l'existence. Donc voilà, lancez-vous, faites des projets, faites de l'associatif, et je vous souhaite bonne chance à tous. Merci à vous pour l'écoute, et merci Noah de m'avoir reçu pour cette brève introduction au business. Si j'ai des retours très positifs, je pourrais peut-être en faire une deuxième ou une troisième sur des points spécifiques, comment réaliser dans le détail un business plan. S'il y a une ou deux questions, je les prends, et sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Mon bon Noah, dis-moi. Bien, il n'y a pas de questions. Nous pouvons donc conclure. Ah, j'ai été trop clair. Trop J'ai efficace. été trop clair. Eh oui, trop efficace. Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je remercie Noah pour son bon travail. Je remercie la Zone Libre de m'avoir accueilli. Et je vous souhaite d'avoir un futur fructueux. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.